Bonjour, tout d'abord. Donc, alors je m'excuse d'avance, hein, je suis un petit peu malade en ce moment, donc j'espère que je n'aurai pas trop de quinte de tout, mais bon, sinon, on fera avec. Donc, on aura la chance de se voir pour les A3 au premier semestre, pour les I3 au second semestre, puisque, effectivement, comme l'a spécifié Ahmad, je suis enseignant au niveau IA ici, et donc vous allez avoir la chance d'approfondir ce que l'on va vous présenter maintenant, d'un point de vue cette fois-ci un peu plus technique. Alors, ma présentation va se dérouler en 4 points, on va dire. Un premier point, donc quelques slides pour dire de quoi on parle au niveau des IA génératifs. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là, même si je pense que la plupart d'entre vous ont déjà testé le fameux ChatGPT. Ensuite, j'aurai deux transparents pour spécifier comment est-ce que ces IA ont été entraînés, parce que ça a un impact sur les performances, sur ce qu'on est en droit d'attendre de ces IA, la façon dont elles ont été entraînées. Donc, c'est important d'avoir ça un peu en tête. Ensuite, là, le gros de la présentation sera de fournir quelques exemples d'utilisation de ces IA. Ça n'a pas du tout vocation à être exhaustif, mais bon, c'est pour vous donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on peut faire avec les nouvelles versions qui viennent de sortir, parce qu'on va voir qu'il y a une actualité assez brûlante sur ces sujets, hein. Ça sort, il y a des nouvelles IA qui sortent tous les mois pratiquement. Et j'aurai quelques transparents à la fin pour attirer votre attention sur les risques et les limites de ces IA. Euh, pour la petite anecdote, l'idée de faire ces conférences, c'est venu un peu d'un échange que j'ai pu avoir avec un étudiant en TP l'année dernière qui finalement prenait pour argent comptant les sorties de l'IA et puis sans plus réfléchir, l'appliquer, me le donner tel quel. Sauf que bien sûr, il y avait enfin bien sûr, il y avait des erreurs et donc voilà, j'essaierai de vous montrer que c'est des outils à utiliser, certes, mais à utiliser en connaissance de cause avec un regard critique. C'est ça qui va être très important, un regard critique sur les résultats qui vont être produits, quoi. Moyennant ce regard critique, après, c'est de très bons outils. Alors, pour commencer, donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Donc, les IA génératives, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est des IA, donc c'est des programmes qui ont pour vocation de simuler un comportement intelligent. Alors, l'IA, on reviendra dessus en cours, mais c'est vieux, comme il y a plein, plein, plein de techniques de l'IA. Et ces derniers temps, il y a une partie de l'IA qu'on appelle le machine learning, qui se base sur le fait que l'on va fournir, on ne va plus expliquer à la machine comment essayer de se comporter intelligemment en donnant des algorithmes, où c'est cette fois-ci nous, humains, qui apportons notre intelligence pour que la machine soit capable de simuler ce comportement intelligent. Ça, c'est ce qu'on faisait avant avec les systèmes experts ou des choses comme ça. Là, le machine learning, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer à la machine comment faire, on va lui donner des exemples de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et ça va être à elle à comprendre quelque part, à s'adapter pour être capable de simuler un comportement intelligent au travers des exemples qu'on va lui donner. Donc ça, ce qui est important là-dedans, c'est que ça va marcher sur l'apprentissage à partir d'exemples qu'on va lui fournir, et donc ça va être tributaire de la qualité des exemples qu'on va lui fournir. Et donc le comportement que l'on va attendre, que l'on va pouvoir espérer de ce type d'IA, va être vraiment complètement tributaire de la qualité de ces exemples. Et donc, si on fournit de mauvais exemples qui sont biaisés ou autres, eh bien, ça va introduire des dysfonctionnements au niveau de l'IA. Ensuite, génératif, pourquoi? Parce que les IA dont on va parler maintenant, on parlera surtout de ChatGPT, mais il n'y a pas que de ChatGPT, mais ces IA génératives ont pour vocation, pour but, de produire quelque part des nouvelles informations, des nouveaux documents, des nouvelles données. Donc, ce qui va être produit, ça va être généré, ça va être produit. C'est pas une IA qui va aller récupérer de l'information quelque part sur Internet, sur une base de données ou autre pour vous la resservir en fonction de ce que vous lui avez demandé. Non, le texte qui va être produit, il est construit au fur et à mesure que vous le voyez apparaître. D'accord? Le but de cette IA, ça va être de construire un document, une image,
en fonction de ce que vous lui avez demandé. Mais cette image ou ce document n'existe pas déjà quelque part dans une base de données ou sur Internet. C'est construit exprès pour vous. Voilà. Alors maintenant, jusqu'à un passé assez récent, hein, toutes ces technos, ça évolue très très vite. Il y a 2 ans, quand ChatGPT s'est fait connaître avec la version 3.5, ça ne prenait que du texte. Et donc, mon collègue Rabi, qui va venir juste après, va vous parler de ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire l'art et la manière d'interroger textuellement la machine au travers. Donc, on pouvait faire à partir du texte et ça générait en sortie que du texte. Maintenant, je vous montrerai tout à l'heure, on est sur du multimodal. Multimodal, ça veut dire que ce qu'on va donner en entrée, ben, ça va être soit du texte, des images, de l'audio, des vidéos, et en sortie, ben, on peut expérer des textes, des images, des audios et des vidéos. Donc en l'espace de 2 ans, on est passé de mode. Alors le principe, hein, comme je l'ai souligné, mais c'est vraiment très important, ça, c'est que ces systèmes, ils ont été entraînés à partir de données qu'on leur a fournies, et les IA génératives, type ChatGPT, c'est pas entraîné pour une tâche précise. Il y a eu d'autres IA qui ont été entraînées préalablement, par exemple, pour battre le champion du monde aux échecs ou battre le champion du monde de Go. Donc, c'était des IA qui étaient super fortes, mais sur un domaine bien, bien précis. Là, quand les gens d'OpenAI ont entraîné ChatGPT, ils l'ont pas entraîné pour résoudre un problème particulier, mais ils l'ont entraîné pour une simple tâche, très, très simple, qui est de comprendre le langage naturel et de pouvoir s'exprimer dans ce même langage naturel. À la limite, peu importe la langue. Donc c'est pour ça que les ChatGPT, consorts et tout ça, on appelle ça des LLM, donc Large Language Model. Donc ce qu'on obtient à force d'un entraînement assez colossal, c'est un système qui comprend le français ou l'anglais ou autre, qui comprend la langue, donc qui est capable de comprendre ce qui est dans les textes, dans les requêtes que l'on va pouvoir faire, et qui va être capable de produire un texte intelligible et intelligent en sortie. Alors ça, c'est très important, hein. Là, il faut vraiment avoir ça en tête. Un LLM, encore une fois, type ChatGPT, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'interrogez, vous posez une question, vous lui demandez quelque chose, il ne va pas chercher dans une base de données sur le disque dur ou faire une requête sur un site web pour récupérer de l'info et puis vous la sortir. Non, il est en train de produire, construire un texte. C'est exactement comme vous, si je vous dis, par exemple, parlez-moi de la Révolution française. Quand je vais vous dire ça, vous allez faire appel à tout un tas de souvenirs que vous avez pu engranger au fil de vos lectures, au fil des cours d'histoire que vous avez pu avoir dans votre scolarité, au fil d'émissions que vous avez pu voir, etc. Tout ça, ça s'est imprégné dans votre cerveau. Mais le texte que vous allez sortir pour m'expliquer la Révolution française, ce texte, vous êtes en train de le produire, vous n'êtes pas en train de récupérer un texte que vous avez appris par cœur, qui se trouverait dans votre base de données interne. D'accord? Donc, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un moteur de recherche, ça génère dynamiquement ce que c'est en train de produire. Alors, voilà, j'ai interrogé ChatGPT, tant qu'à faire, pour lui dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Je ne vais pas détailler ça. Encore une fois, ça, c'est juste là pour illustrer le fait que ça, ChatGPT, ou les IA génératives de façon générale, n'ont pas été entraînées pour une tâche précise, mais vous voyez, il y en a, je ne sais pas, 10 fois, 10 fois 5 à peu près, il y a une cinquantaine de tâches là, qui sont listées, et ça saute du coq à l'âne, hein. Entre coder, faire des tâches pour générer du code en Python, ou sortir des recettes du cuisine, ou faire du brainstorming autour d'idées, voilà, ça n'a rien à voir les unes avec les autres. Le seul point commun de tout ça, c'est d'être capable de manipuler la langue, le français, l'anglais ou autre. Voilà. Et donc, c'est ça que savent bien faire les LLM. Et donc, sachant bien manipuler la langue, ils sont capables de faire tout ce type de tâches et bien d'autres encore. Bon, ça, c'est juste un petit transparent pour vous montrer qu'on parle de ChatGPT. Ça, c'est la version 3.5 qui est sortie en novembre 2022.
Mais vous voyez que bah, ça existe depuis quelques temps maintenant. C'est suite à des travaux de chez Google qui ont inventé un algorithme qu'on appelle l'attention. Et c'est ça qui a révolutionné complètement, qui a permis l'émergence des LLM. Mais depuis, tout le monde a repris ça. Donc, il y a Google, bien sûr, qui est sur l'affaire. Il y a OpenAI, donc avec ChatGPT. Il y a Meta, Meta avec Llama, voilà. Ici, Meta, donc l'ancien Facebook. Il y a même Elon Musk avec Grok, là, voilà. Et ça s'arrête en 2023. En 2024, il y en a eu encore beaucoup plus qui sont sortis. Alors, l'entraînement, deux petites informations concernant l'entraînement. Comment ça a été entraîné, ce fameux, ces IA génératives, ces LLM? Eh bien, on les entraîne à prédire le ou les mots les plus probables après une suite de mots. Voilà. Par exemple, il y a cette phrase-là. Toc. Qu'est-ce qu'il va faire pour mettre le mot qui suit tout? Eh bien, il va, suite à son apprentissage, prendre tous les mots du vocabulaire, en anglais en l'occurrence, donner un score à chaque mot. Le score, c'est la probabilité que ce mot-là suive cette phrase-là, la probabilité que ce mot-là suive cette phrase-là, etc. Et il va soit prendre le meilleur, celui qui a le meilleur score, soit prendre, tirer au sort parmi les N plus forts, c'est les N qui ont le. Enfin, là, ici, par exemple, on pourrait prendre au hasard parmi les trois meilleurs scores. Vous voyez. Et donc, une fois qu'il a fait ça, qu'il a rajouté un mot derrière tout, eh bien, il renvoie la nouvelle phrase avec le mot supplémentaire et de nouveau, il va interroger le système pour dire c'est quoi le mot qui suivrait, admettons qu'il ait choisi learn, to learn, et après, qu'est-ce qu'on met derrière. Donc après, de façon itérative, à chaque fois, il construit un petit bout de phrase, c'est quoi le mot suivant, maintenant c'est une nouvelle phrase, c'est quoi le mot suivant, etc. D'accord. Donc, en gros, ça fonctionne un petit peu, alors beaucoup mieux que ce que vous avez sur un smartphone, où quand vous commencez à taper un SMS, eh bien, il vous propose en fonction de ce que vous avez commencé à écrire, il vous propose des mots qui auraient un sens dans la phrase, par rapport à la phrase que vous êtes en train de construire. D'accord. Et c'est comme si, bah, à chaque fois, il choisissait le mot qui était le plus probable. Voilà. Donc, un LLM, sa vocation, ce n'est pas de répondre à une requête, comme dans une base de données, c'est uniquement, et ça, il le fait très très bien, c'est uniquement de prédire le mot suivant à partir d'un contexte, et le contexte, c'est ça. Hein. Bah, c'est quoi le mot suivant? De façon à ce que ça colle par rapport aux données d'entraînement. Donc, les données d'entraînement, c'est quoi? Eh bien, euh, alors d'abord, si on prend les chiffres sur ChatGPT, le GPT-4, euh, il y a 1800 milliards de paramètres. On verra en détail en cours ce que j'entends par paramètre, mais en gros, c'est un petit peu comme des boutons de réglage. D'accord. Et l'entraînement vise à trouver le réglage optimum pour les 1800 milliards de paramètres. Donc, ouais, il y a du taf. Donc, pour pouvoir faire ça, on ne va pas se contenter d'un ou deux exemples. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui fournir des textes, puisque le but, encore une fois, c'est de prédire pour une phrase donnée, suite à un mot, c'est quoi le mot le plus probable. Donc, on va lui fournir des exemples. Et comment est-ce qu'on va trouver ces exemples? Eh bien, c'est simple, on va prendre toutes les productions textuelles qui ont été générées par des humains. Donc, des articles Wikipédia, des livres, des articles de journaux, des blogs aussi, des trucs, voilà. Tout ce que les humains ont pu produire comme texte. Et là, on a des phrases qui sont à peu près bien construites. Enfin, bien construites si c'est des livres, un peu moins bien si c'est des blogs ou des fils de discussion. Et on va lui donner ça à manger pour qu'il s'entraîne. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher un mot et il va essayer de deviner ce mot. Et comme il connaît la bonne réponse, ben, il va pouvoir régler les paramètres jusqu'à ce qu'il soit capable de trouver le mot qui suit. Et c'est comme ça qu'il va s'entraîner à être capable de sortir les statistiques qu'on a vues juste au-dessus ici. Voilà, donc, ce qui est important, hein, alors on n'aura pas le temps d'en parler, on en parlera en cours, mais c'est que c'est du lourd, c'est-à-dire que l'entraînement de ce type de système, c'est extrêmement coûteux, extrêmement énergivore. Donc, seuls quelques grands, style OpenAI, Google ou Meta, peuvent se permettre d'entraîner ce type de système. Alors, j'ai mis ici,
génère un texte qui plaise à un humain. Alors, comment est-ce qu'on s'assure que le texte qui va être produit plaît à un humain? Ça, c'est l'article qui a expliqué euh, l'entraînement de ChatGPT. On va se concentrer sur la partie qui est au milieu. La partie qui est à gauche fournit un système qui est déjà capable de, à partir d'une question, de produire des réponses, mais ça fait en gros des réponses un petit peu n'importe quoi. D'accord? Donc il y a des trucs que l'on veut dans les réponses, mais il y a d'autres réponses que l'on ne souhaite pas pour différentes raisons. Soit parce que c'est pas vrai, soit parce que c'est avec tout un tas de déviances, on va dire, sexistes, racistes, homophobes, etc., etc. Donc on veut se débarrasser de ce type de réponse. Et donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire intervenir des humains dans la boucle. Donc le reinforcement learning, ça c'est une technique d'IA, mais que l'on va customiser avec un feedback apporté par des humains. En gros, comment ça marche? On prend une question, ça marche mal ce truc, on prend une question du style expliquer l'atterrissage sur la Lune à un enfant de 6 ans, on envoie ça au système, le système, on lui demande produis-moi 4 réponses possibles, voilà, donc A, B, C, D, et on va mettre un humain dans la boucle et on va demander à l'humain de ranker, de classer, trier par ordre de préférence les réponses. Que cet humain, il va dire, ah bah, la réponse D me plaît plus que la réponse C, qui me plaît plus que la A, etc. Et grâce à ça, on va le faire plusieurs milliers de fois, ça, et on va avoir un système qui va nous permettre d'entraîner un réseau de neurones pour être capable, quand il y a plusieurs réponses possibles, d'estimer celle qui plairait le plus à un humain. Et donc, c'est ça qui va finir l'entraînement du LLM de façon à ce que, encore une fois, les réponses apportées, non seulement ça soit une construction grammaticalement correcte, mais en plus que ça plaise à un humain, qui n'y ait pas des propos euh, non conformes à la morale ou autre. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des humains qui sont dans la boucle, ici, et donc ça veut dire aussi que ça peut introduire un biais, c'est-à-dire qu'en fonction de la culture ou des ordres qui sont donnés aux gens ici pour pouvoir, en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, eh bien, ça va avoir une influence sur la production des informations par les LLM par la suite. Puisqu'il y a des humains qui ont dit je préfère que tu fasses ça plutôt que tu fasses ça. Alors maintenant, quelques exemples. Donc, un exemple tout simple, hein. Alors, ça va être assez bref tout ce qu'on va vous présenter. Donc là, ça, c'est un lien sur un cours d'Open Classroom qui est très bien fait. J'ai récupéré cette info dessus. Donc, je vous conseille, si vous voulez en savoir un petit peu plus, d'aller regarder ce, ce cours qui est assez rapide à faire. Donc, voilà. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, on pose une question, là, présentée de ChatGPT. Voilà, donc, il commence à sortir un petit texte. Et il y a des mots, modèle de langage, GPT 3.5, c'est un petit peu compliqué. Donc on peut demander une version plus simple. Donc on repose la question, comme ça, et voilà, mon grand-père, sous-entendu, est un petit peu moins affûté au niveau technique, et donc ça va avoir une explication, mais réécrite dans un langage plus simple. Donc ça montre quoi? Ça montre déjà deux caractéristiques des systèmes de chat basés sur des LLM, à savoir la mémorisation du contexte. C'est-à-dire que ici, là, j'ai pas eu à lui réexpliquer que je voulais une explication de ChatGPT. Ça suit la conversation. Donc là, merci, je devrais l'expliquer. Le L apostrophe fait référence à l'explication sur ChatGPT. D'accord? Donc, il est capable, mais ayant mémorisé le contexte, de se rappeler la question, de se rappeler ce qu'il avait écrit, et donc, du coup, de produire un texte plus simple. Et c'est capable aussi d'adapter. Donc, on peut produire un texte, mais si on lui donne des consignes, ce que vous montrera plus en détail Rabi, on peut lui demander, bah, tu m'écris ça dans un style un petit peu recherché ou au contraire dans un style plus familier, etc. On peut avoir une influence sur la qualité de ce qui va être produit. Alors, un exemple ici, donc ça c'est, voilà, il y a une phrase, alors j'espère que vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de fautes dedans, et donc on lui dit, corrige-moi la phrase. Donc voilà, il fait une correction de la phrase, mais
Ça ne me suffit pas. Je peux lui demander d'expliquer les fautes, et là, il va m'expliquer toutes les corrections qui ont pu être faites. Donc ça, là, quelque part, ce qui est intéressant là-dedans, c'est montrer le fait qu'on va pouvoir utiliser des LLM un petit peu comme des profs. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas juste de nous donner la bonne réponse, ici, là, mais il est capable de justifier, d'expliquer, comme le ferait un prof, d'expliquer pourquoi c'était pas bon et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette possibilité qu'on a de pouvoir lui demander d'expliquer pourquoi il fait telle ou telle chose. Ensuite, donc ça je l'avais dit en introduction, au début c'était des LLM, Large Language Model. Maintenant, on commence à faire des LMM, donc les Large Multimodal Model. Donc là, cette fois-ci, on ne va plus l'entraîner seulement avec du texte, mais aussi avec des images, voire du son, voire des vidéos. Donc là, c'était un exemple tiré de la présentation de Gemini, qui est l'IA de chez Google, où il donne un devoir sous forme d'une image, d'accord? C'est un scan d'une écriture manuscrite, hein, vous voyez sans problème que c'est manuscrit, avec un petit schéma, et on demande à ce que l'étudiant a apporté une réponse correcte. Si la réponse était fausse, explique-moi comment résoudre le problème. Et voilà ce qu'il fait. Donc ça veut dire que non seulement il est capable de faire un peu de physique, mais ça veut dire qu'il a été capable de lire une écriture manuscrite sur une image et d'interpréter un schéma. D'accord? Donc ça commence à aller assez loin des possibilités des IA génératives actuelles. Alors, les IA génératives, comme je vous l'ai dit, le processus d'entraînement, ça dure des mois et des mois. Et donc, à un moment donné, quand on l'entraîne, on va figer la récupération des données, tous les livres, les articles, etc., qu'on veut lui donner à manger. Et donc, quand il est entraîné en 2023, c'est avec les données de 2023, voire postérieures. Mais si on lui pose des questions sur 2020, des événements qui ont lieu en 2024, les anciennes versions de ChatGPT, bah, il ne savaient pas. Alors, au mieux, il disait je ne sais pas. Au pire, ils affabulent, c'est-à-dire qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Ils inventent. Donc ça, c'est pas génial. Donc là, la version 4 de ChatGPT, si je lui pose là, merde, si je lui dis quel est le taux de chômage actuel en France, et donc j'ai dû taper ça il y a 15 jours ou 3 semaines, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait qu'il n'a pas l'information, donc il va aller chercher sur des sites. Ah, carrément. Ouais. Oh, désolé, mauvaise manip. Ouais, donc, il sait qu'il n'a pas l'information. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher sur des sites et il vous met les références de l'information qu'il a trouvée. Donc là, par exemple, voilà, il a été chercher sur tous ces sites-là. Il a été les lire à toute vitesse, récupérer l'info qui va bien et produire un texte qui est en dessous. Donc, encore une fois, le texte qui est ici, ce n'est pas un copier-coller du site. Il a lu les articles et il a compris ce qui était intéressant dessus. Et il génère un nouveau texte. Alors ça, c'est juste pour vous signaler que comme vous êtes, enfin quand on est à l'ICAM, donc on a accès à le petit truc ici, on a toutes les applications Google Docs, Google Slides, etc. Et il y a un nouvel onglet, là, une nouvelle icône qui est apparue, Gemini, qui est ici. Et Gemini, bah, c'est déjà multimodal, c'est-à-dire que si je lui donne cette image-là, que j'ai scannée d'un DS de mon ami Cyril Mazin, je lui dis décris-moi cette image, et voilà, il est capable d'interpréter cette image en récupérant les informations qui sont présentes dessus, donc d'être capable de lire une image. Alors ça, c'est un site, chatpdf.com. Ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est un site sur lequel vous allez pouvoir uploader, charger un ou plusieurs documents PDF. Donc, il va les lire, il va récupérer l'information qui est dedans, et vous allez être capable de poser des questions. Donc, soit de lui dire, bah, tu me résumes cet article, tu me le résumes en français, puis en 10 lignes, et ou vous pouvez aussi, là c'est le cas, je vais poser une question. Donc, quelles sont les méthodes utilisant le deep learning dans cet article-là? Donc, il m'a sorti
trois points. Et ça, c'est des liens. C'est-à-dire que quand je clique là-dessus, il me montre dans l'article en question d'où est-ce qu'il sort les informations qui permettent de justifier ce qu'il vient d'écrire au-dessus. D'accord? Ouais, donc ça, c'est un service. Alors, chatpdf.com, vous êtes limité en version gratuite à quelques PDF par jour. Mais après, bien sûr, il y a une offre payante pour plus de travail. Alors, Search GPT, ça n'existe pas encore. Ça va sortir bientôt, incessamment sous peu. C'est OpenAI, donc les inventeurs de ChatGPT, qui sont en train de produire ça, de produire la fusion intelligente entre un moteur de recherche à la Google et une IA générative type un LLM. Donc, par exemple, voilà, là, on est, ça c'est en Californie, ça c'est à Half Moon Bay, voilà. Ce week-end, on veut voir des nudie branches, voilà. Quand est-ce que je peux les voir? Bon, bah voilà, hop là. Donc, la page qui génère ici, c'est pas une page qui est sur Internet. Il a construit cette page. Il l'a construite, pourquoi? Parce qu'il a récupéré le fait que je voulais des nudibranches, donc il m'en a sorti deux, trois photos, enfin quatre photos là, sur Half Moon Bay. Donc Half Moon Bay, il a été se rendre compte que c'était euh, dans le Pacifique, etc. Donc, comme ces machins-là, on peut les voir que dans les Tide là, c'est les espèces de marques que laisse la marée quand elle descend, eh bien, il récupère les heures de marée basse pour le jour en question, quoi. Enfin, le jour, le lendemain, etc. Et après, si je lui dis, ouais, parce que j'ai pas envie de me cailler, donc est-ce qu'il va faire chaud quand j'irai au bord de la mer? Bah, voilà, il se rappelle que c'était Half Moon Bay, que c'était tel et tel jour, et puis il récupère les prévisions météo. D'accord? Donc ça, c'est le futur des moteurs de recherche qui vont intégrer une intelligence, c'est-à-dire que ça sera plus à vous à lire les différents liens que vous sortent les moteurs de recherche pour construire l'information, mais ça va vous être construit par les LLM, qui, eux, ont fait le travail d'aller lire les documents en question. Donc c'est en test là et ça va sortir incessamment sous peu. Donc ça, c'est vraiment, je vous ai mis la date là, le 12. Donc c'était il y a pas longtemps, je ne sais plus quelle journée, le 25 je crois, enfin ouais, une bonne dizaine de jours, est sorti deux nouveaux modèles de la part de ChatGPT, donc le O1 Preview et O1 Mini, qui sont le preview, c'est un preview de la version O1 qui va sortir bientôt. Et ces versions O1 et O1 mini, eh ben, ils les ont spécialisées dans le raisonnement sur des domaines scientifiques, en maths, physique, etc., etc. Et après, ils ont regardé les scores sur ce qu'on appelle des benchmarks, des bancs de tests de questions, pour pouvoir avoir un score et puis pouvoir, un petit peu comme quand vous passez une éval pour avoir une note, bah là c'est pareil, c'est pour avoir une note et pouvoir comparer les LLM. Vous voyez que ça, en bleu, c'est GPT-4, c'est la version actuelle euh, de ChatGPT, qui est déjà pas mal, mais qui se fait complètement exploser par la version O1 Preview, ça on y a accès, et ça, c'est juste les gens d'OpenAI et puis quelques développeurs sélectionnés qui ont accès à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, on fait intervenir aussi des experts humains. C'est-à-dire que ce dataset ici, là, de test, c'est des problèmes niveau PhD, doctorat, ouais, fin d'école d'ingénieur. Donc, c'est des problèmes un peu touchy, quoi. Donc là, on a pris des gens qui ont des PhD dans le domaine, et ben, ils font moins bien que la version O1 qui va sortir incessamment sous peu. Voilà, donc là, je vous ai mis un lien, là, c'est une petite lecture sur une compétition de mathématiques. Alors, donc ça, c'est un problème soumis hier par mon collègue Mohamed Abadi. Et donc, petit problème qui a été posé dans les Olympiades de maths en Belgique. Donc, ça s'adresse quand même à des gens qui ont un niveau en maths assez bon. Racine, racine carrée de m plus racine carrée de moins m égale 4. C'est quoi la valeur de m? Voilà, il y a tout le raisonnement qui est ici. Je peux vous le montrer en détail ici. Voilà. Donc,
toc toc, voilà, tout le raisonnement. Et à la fin, une fois qu'il a trouvé la valeur de petit m, qui est un nombre imaginaire, il réinjecte dans les équations pour vérifier qu'il ne s'est pas planté, etc. D'accord? Voilà ce qu'il est capable de faire actuellement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est capable d'expliquer. Donc c'est ça qui est nouveau par rapport à ChatGPT actuel. Le ChatGPT actuel, quand on lui pose une question, il produit du texte et il revient jamais en arrière sur ce qu'il a fait. D'accord? Donc c'est comme si vous écriviez sans jamais corriger ce que vous avez fait. Alors que là, il va faire une chain of sound, une chaîne de pensée. Il va appliquer différentes étapes, éventuellement revenir en arrière sur ce qu'il a pu faire. Mais il y a tout un processus de raisonnement qui va être mis en œuvre. Alors ça prend du temps. Je crois que là, pour calculer ça, il a dû mettre 40 secondes, 39. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus qui aient résolu ça en moins de 40 secondes. Et, euh, et ça, du coup, ça produit des résultats qui sont justes. OK. Sachant que donc j'ai fait le test juste après avec le chat GPT 4, donc celui que vous avez si vous n'avez pas l'abonnement payant, et là, bah, il se plante. Il dit que ça marche pas, il n'y a pas de solution à l'équation, etc. D'accord? Donc il y a vraiment un gain à passer sur la version O1 Preview. Dernière partie, donc concernant les risques et les limites. Alors tout d'abord, bon, ça j'ai pas grand-chose à voir, mais c'est juste pour avoir l'information, hein. Pour obtenir 1 million d'utilisateurs, Spotify, il aura fallu 150 jours, 75 jours pour Instagram, et en 5 jours seulement, c'était adopté par ChatGPT. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire adoption massive de cette technologie par tout le monde et surtout par les étudiants. Nous, on l'a bien vu il y a 2 ans quand c'est arrivé, hein. Un mois plus tard, il y avait déjà des étudiants qui l'utilisaient. Donc ça, c'est une enquête, je vous ai mis le lien ici. Je ne sais plus si c'est l'Europe ou si c'est au niveau international, mais enfin bref, il y a 16 pays qui ont été interrogés, 3000, enfin, dans 16 pays, 3800 étudiants. J'ai sorti quelques statistiques ici. Donc, adoption massive par les étudiants de ces technologies d'IA, à peu près 90% qui l'utilisent, voire certains qui l'utilisent chaque semaine. Par contre, un petit peu plus de la moitié estiment qu'ils ne sont pas assez formés sur ces technologies pour l'utiliser correctement. Donc ça justifie aussi pourquoi est-ce qu'on fait ce type d'intervention. Les risques maintenant liés à ces technologies, parce que j'ai essayé de vous montrer que c'était beau, mais il y a quand même des travers. Tout d'abord, un problème, donc là ça concerne beaucoup les entreprises, on va dire, c'est la confidentialité des données. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez comme information en posant des questions, en donnant un contexte, en donnant des documents à ChatGPT, mais c'est pareil pour Gemini ou autre, ça part chez OpenAI, ça part chez Google, et ils s'en servent, hein, ils vous le disent, hein, on s'en sert aussi pour entraîner les modèles. Donc ça participe à l'évolution des modèles, mais ça veut dire aussi que les modèles vont intégrer les informations que vous leur avez fournies dans leurs connaissances. Et ça, si bien qu'à un moment donné, c'est susceptible de ressortir chez quelqu'un d'autre, chez le concurrent par exemple. Donc on comprend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très frileuses à utiliser des modèles génératifs externes, gérés par OpenAI ou Google ou autres, parce qu'ils ne veulent pas voir leurs secrets d'entreprise récupérés à leur insu par leurs concurrents. Présence de biais. Donc là, je vous ai dit que l'entraînement, il y avait des humains qui étaient dans la boucle déjà. Donc ça ajoute un biais. Et ça dépendait des données qu'on fournit. Donc déjà, par exemple, dans la littérature qu'on va leur fournir, bah, ça va être surtout des articles très anglo-saxons. Puisque, de toute façon, les entreprises sont américaines, donc il y a une très très forte prédominance de la culture américaine. C'est un peu biaisé par rapport à l'hétérogénéité des humains sur Terre. Donc ça, c'est voilà, si on donne des données qui ont un certain biais, ben on va retrouver ce biais dans la production générée par les IA. Et donc ce qui est aussi pas mal assez embêtant, c'est ce qu'on appelle hallucination, c'est-à-dire des réponses inventées par l'IA. Il ne va pas vous dire, vous posez une question, il ne va pas vous dire je ne sais pas. Il va être capable, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, va être capable de produire ce qui semble être une information, sauf que c'est faux. Et ça, c'est gênant.
Petit exemple là, donc je vous ai mis un lien pour en avoir un petit peu plus. Une déconvenue qui est arrivée à un avocat il y a, disons, peut-être 6 mois après que ChatGPT soit sorti. Euh, il avait besoin pour un procès de récupérer des affaires qui ressemblent à l'affaire qu'il était en train de, qu'il voulait faire, enfin, qu'il voulait défendre. Donc, il a interrogé ChatGPT pour avoir 6 cas qui ressemblent. Donc, il a eu des cas, description des cas, des liens sur, je sais pas, les articles de loi ou des machins comme ça. Et le problème, c'est qu'il est allé franco auprès du tribunal. Sauf que la partie adverse, ben, ils se sont bien rendus compte que c'était pas bon, parce que tous les articles, toutes les informations ont été inventées par ChatGPT. Donc il s'est fait sévèrement taper sur les doigts, mais voilà, pour dire qu'il ne faut pas faire un copier-coller sans vérifier au préalable la justesse des informations. Donc je reviens là-dessus, hein. ChatGPT, quand il a été entraîné, il a été entraîné à produire un texte qui plaise aux humains, pas un texte qui soit vrai. Il n'y a pas cette notion de véracité. Dans la plupart des cas, c'est vrai, mais il y a des fois, c'est faux. Par exemple, moi, je lui avais posé des questions là, en rapport avec de la recherche en IA, etc. Donc, je lui ai demandé de me lister 5 thématiques de recherche dans un domaine bien précis, d'IA et de robotique, pour chacun de me faire un petit résumé, ce qu'il a fait ici, là, et donc avantages, inconvénients, techniques, etc., et de me citer des références. Eh bien, aucune des références n'est exacte. C'est-à-dire que quand on clique sur le lien qui est ici, allez, cocotte, on se retrouve, le lien qui est là-haut, on se retrouve sur un site en espagnol qui n'a rien à voir avec le schmilblick, là, ça, c'est pas du tout l'article qui est au-dessus, là, dont il faisait référence, l'article qui était là-haut, là, c'est pas du tout cet article-là, c'est un site espagnol, et là, quand on clique sur la référence que j'ai mis en bleu ici, qui correspondrait normalement à l'article Modeling the Dependence of Deep Learning, eh bien, on tombe certes sur un article qui existe sur Archive, mais qui a strictement rien à voir avec le deep learning. D'accord? Pourtant, quand on regarde, vous avez peut-être pas encore trop l'habitude des articles scientifiques, mais c'est une bonne tête d'articles scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a les noms des auteurs, l'année, le titre de la publication, là où ça a été publié, etc. Voilà. Quand on voit ça, si on ne se méfie pas, on serait tenté de faire un copier-coller et puis dire c'est bon, ça marche. Autre exemple là, qui va vous intéresser, concerner un petit peu plus, je me suis amusé quand la version 4 de ChatGPT, qui prend des images aussi en entrée, je me suis amusé à tester. Voilà, j'ai récupéré cette image-là sur Internet et j'ai posé une question toute bête là-bas. Quelle est la résistance, l'intensité, pardon, qui traverse la résistance R2? Voilà. Donc il me répond, il fait toute une analyse fort bien faite. Je ne sais pas si vous avez encore vu ça, mais enfin, il calcule les résistances équivalentes ici, puis après la résistance équivalente comme ça, etc. Sauf que, bah, il se plante. C'est-à-dire que pour lui, R3 et R4 sont en série, or elles sont en parallèle, et la résistance équivalente R3 et R4, elle est en parallèle avec R2, sauf que non, elle est en série avec R2. Donc bien sûr, ça fout en l'air tout son calcul. Et sinon, dans l'esprit, c'est-à-dire de calculer les résistances équivalentes au fur et à mesure pour remonter sur l'intensité globale qui passe ici et après redispatcher cette intensité dans les différentes branches pour calculer ce que je lui demande, la démarche, il l'a. Mais encore une fois, il se trompe. Alors là, comment je me suis rendu compte qu'il se trompait? Parce que bien sûr, il ne me l'a pas indiqué qu'il se trompait, le bougre. Et surtout, à la fin, le résultat, il n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas une intensité qui vaut 5300 ampères. Là, je me serais dit, c'est faux, quoi. Non, il trouve une intensité plausible, quoi. Je m'en suis rendu compte, moi, parce que bah, j'ai fait des études il y a fort, fort longtemps en électronique. Et donc, je me rappelais de ces schémas-là, et puis je me rappelle de comment on fait un calcul. Donc, en regardant le détail du calcul, je me suis rendu compte de cette erreur. Par contre, j'aurais demandé un truc sur quelque chose que je ne connaissais pas, style traduis-moi ce texte-là en allemand ou faire de la mécanique des fluides ou un truc comme ça, chose que je ne connais pas. Eh bien, il me produit un résultat. Si je n'ai pas la connaissance nécessaire pour être critique par rapport au résultat,
eh bien, je suis obligé de prendre ça pour argent comptant et vous voyez qu'il y a des erreurs. Si je lui repose la même question, au même chat GPT, je lui ai reposé la même question, il produit un résultat différent. D'accord? Donc là, cette fois-ci, c'est R1 qui croit être en série, alors que c'est en parallèle avec les trois autres résistances. Par contre, il voit bien que R3 et R4 sont en parallèle, alors que tout à l'heure, il me disait qu'ils étaient en série. D'accord? Donc, il n'est pas cohérent. Alors, j'attends de voir sur la version O1 Preview, qui pour l'instant ne prend, dans la version Preview, ne prend que du texte. Dans la version définitive, prendra aussi des images. J'attends de voir ce que ça va donner. Là, logiquement, les réponses devraient être correctes. Mais voilà, en attendant, méfiez-vous de ce que produit ChatGPT. C'est une bonne tête, mais ça peut être fou. Donc ça, c'est pour montrer l'influence des senseurs humains. C'est-à-dire dans la version 3.5 de ChatGPT, on l'avait entraîné à ce que quand il y a des questions qui sont pas, qu'on juge pas correctes, encore une fois, qui juge que c'est correct ou pas, mais enfin, ouais, des trucs, voilà, si je lui demande comment tuer mon voisin, par exemple, il va, c'est pas qu'il ne sache pas, mais il va refuser de répondre. Donc voilà, il vous sort un petit baratin pour dire non, voilà, je ne peux pas te faire ça. La version 4, on lui pose la même question, cette fois-ci, il est capable de répondre que il va vous sortir ça, mais il y a un petit texte avant pour vous dire, bien que ces arguments aient été largement réfutés par la communauté scientifique, il est important de comprendre les points de vue des climato-sceptiques pour les analyser correctement. Et là, il vous sort une réponse. Donc ce changement de comportement, c'est uniquement le changement de la façon dont les IA ont été entraînés au départ. Ils ont à peu près les mêmes données, alors beaucoup plus pour ChatGPT 4, mais ils ont les mêmes données, sauf quand on leur fait utiliser ces données de façon différente. Voilà, puis ça, c'est le petit baratin qui met à la fin pour encore en remettre une couche sur le fait que voilà, enfin, tout ce qui est climato-sceptique, c'est pas bon. Euh, alors là, je suis tombé sur cet article, là, je vous ai mis le lien en dessous, assez récent. Donc, c'est un prof d'informatique du MIT aux États-Unis. Il a fait deux groupes d'étudiants et leur a soumis un problème pour qu'ils codent en Fortran. Donc, Fortran, c'est un vieux, vieux, vieux langage que plus personne ne connaît. Donc, en particulier, ces étudiants ne connaissaient pas. Donc, à un groupe, il a autorisé l'utilisation de ChatGPT. À l'autre groupe, il a utilisé uniquement le moteur de recherche Google. Mais c'est tout. Pas droit aux IA génératives. Alors, sans surprise, le groupe qui a terminé le premier, qui était le plus rapide, bah, c'est le groupe qui avait ChatGPT. En gros, ils ont filé l'énoncé, paf, ils ont récupéré le programme, faire deux, trois corrections et zouf, ça marchait. Et les autres, Google, bah, ils ont mis beaucoup plus de temps à produire le résultat. Par contre, après, ce qu'il a fait, ce chercheur, c'est qu'il a reposé la même question aux étudiants, mais cette fois-ci, plus accès à ChatGPT, plus accès à Google. Voilà, vous débrouillez. Et là, et là, eh bien, ceux qui avaient le chat GPT, bah, aucun n'a réussi à faire l'exercice. Alors que dans ceux qui avaient eu uniquement l'accès à Google, eh bien, ils ont tous réussi à refaire l'exercice. Alors, comment ça s'explique ça? Bah, ça s'explique par le fait que ceux qui avaient Google uniquement, ils ont été obligés eux-mêmes de décomposer le programme en différents petits morceaux pour pouvoir chercher différentes solutions sur Internet, agréger ces solutions, etc. Donc, ils ont été obligés de réfléchir au problème et du coup, y réfléchissant, se l'approprier, et c'est resté dans leur mémoire. Alors que si on fait une recherche sur ChatGPT, qu'on fait un copier-coller, on n'a strictement rien appris. Voilà, donc en conclusion, il y a des avantages et inconvénients sur les IA génératives. C'est des outils formidables, vraiment formidables, ça fait gagner beaucoup de temps, donc on sait bien utiliser. Euh, Moi, je m'en sers franchement tous les jours. Je suis toujours épaté de voir ce que c'est capable de faire. Donc c'est formidable, mais il ne faut pas en abuser. Donc rappelez-vous l'exemple précédent qu'on vient de voir, hein. Si vous êtes complètement dépendant de ChatGPT pour qu'il vous sorte des réponses, vous n'avez rien appris, vous êtes dans l'incapacité, le jour où vous n'y avez plus accès, à produire quelque chose. Ça peut être sujet à des hallucinations ou erreurs. Rappelez-vous le petit exercice d'électronique, hein. Ça peut produire des erreurs et ça fait que faut avoir un regard critique sur les résultats qui sont produits. Surtout pas faire un copier-coller
vous analysez. Rappelez-vous le pauvre avocat là, qui a fait un copier-coller, il s'en meurt encore les doigts. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, pour pouvoir exercer, avoir cet esprit critique sur les résultats, vous devez avoir des connaissances au moins supérieures à ChatGPT pour comprendre ce qui vous a fait, être capable de repérer éventuellement des erreurs, être capable éventuellement de corriger ces erreurs. Et à ce moment-là, là, c'est un bon usage de ChatGPT. Il vous a peut-être généré 80% correct, d'accord? 20% de faux. Mais si vous ne repérez pas les 20% de faux, le truc global est faux, d'accord? Par contre, si vous êtes capable de repérer les 20% de faux et les corriger, ça vous a épargné 80% du boulot. Donc, si c'est bien utilisé, vous êtes capable de les connaissances nécessaires pour critiquer et corriger, là, c'est un bon usage. Voilà, donc, je finirai là-dessus. Le fait qu'il y ait des IA génératives, ça ne vous dispense pas de continuer à apprendre. Donc, ce n'est pas la peine de démissionner et puis de partir chercher du travail tout de suite. Restez encore jusqu'à la fin pour avoir votre diplôme. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez dit qu'il est censé simuler un texte qui plaît à un humain et qui fait par probabilité. Et quand est-ce qu'il sait qu'il doit s'arrêter, que le texte est capable de suffisamment plaire à un être humain? Alors, il va s'arrêter quand la phrase est. Parce qu'il a appris quelque part à quoi ressemble une phrase correcte. C'est pour ça que déjà, il ne va pas mettre deux verbes à la suite. Il va mettre euh, un article suivi d'un nom. Enfin, voilà, il est capable de. Au travers de toutes les lectures qu'il a pu faire, il sait comment une phrase est correctement construite. Donc, de la même manière que nous, quand on écrit une phrase, ben, on sait que c'est fini, quoi. On a exprimé tout ce qu'on voulait, on met le point. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Il est entraîné à écrire du français ou de l'anglais ou autre et savoir à quoi ressemble une phrase correctement écrite en français et donc d'être capable, une fois qu'il l'a générée, de se dire, bon, bah, ça y est, c'est fini. Merci. Vous avez montré un graphique où on voit que l'O1 a un meilleur raisonnement scientifique que l'humain, sauf enfin, que certains experts humains. Et on a vu que ça pouvait poser des problèmes éthiques, le fait que l'IA dépasse l'humain. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye de continuer à pousser en fait les limites? Repousser les limites pour avoir des IA toujours plus puissantes. Oui, c'est ça. Ah, disons, de Oui. façon générale, pourquoi est-ce qu'on cherche à faire des outils pour faire le travail à notre place, quoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire des robots pour travailler à notre place dans les usines? Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire les IA, etc. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre, les humains sont feignants par nature. On Oui. essaie toujours d'obtenir le même résultat avec le moins d'efforts possible. Et donc, les IA, c'est la version pour être feignant sur du travail intellectuel. Les robots, c'était la version pour être feignant sur des tâches manuelles, répétitives. Bon, bah là, c'est la même chose. Et donc, il y a eu, quand on a vu les progrès qui ont été faits par les IA génératives, on se dit, tout ça, ça date de moins de 2 ans. D'accord? Il y a eu beaucoup de volonté de dire, bon, on ne sait pas où on va, donc on va essayer de faire une pause au niveau de l'IA, du développement, pour pouvoir étudier les éventuels impacts que ça pourrait avoir sur la société, etc. Sauf qu'il n'y a personne qui veut faire une pause. Tout le monde le dit, mais si une entreprise fait une pause et que ses copains ne font pas une pause, elle se fait dépasser. Donc, il- actuellement, c'est vraiment une course à celui qui sortira le modèle le plus puissant, qui va battre celui du copain. Et des benchmarks comme ça, il en sort à chaque fois pour montrer que le modèle de telle société est meilleur que celui de telle autre. Ça. Il n'y a personne qui s'arrête de développer. Où est-ce que ça va nous mener? Ça, bah, je vais laisser mes collègues y répondre d'un point de vue éthique. C'est sûr que ça pose de gros problèmes. Ça pose de gros problèmes parce que là, je suis allé à une formation, bah, justement, au moment où est sortie la nouvelle version de ChatGPT. Euh, et les gens qui étaient en formation avec moi, c'était des industriels.
Et à la fin, on a débattu un petit peu sur l'IA, etc. Et la question, c'était un peu ça, quoi. C'était de se dire, au niveau du travail, qu'est-ce qui va rester quand ça va être super perfectionné? Qu'est-ce qui va rester aux humains à faire, quoi? Donc, il y a un réel problème au niveau des DRH pour pouvoir gérer l'apport de ces technologies et qu'on ait encore quelque chose à faire. Parce que ça va en faire de plus en plus. Mais on ne peut pas arrêter le progrès. Actuellement, on ne peut pas. Donc, faut faire avec, il faut essayer d'anticiper. Merci. Vous aviez dit qu'au niveau de l'IA, on l'entraînait avec des textes humains, mais également que les entreprises récupéraient en fait les textes générés par l'IA elle-même pour entraîner l'IA. Est-ce que justement en utilisant des textes générés, on va pas vers un appauvrissement en fait de la base de données en quelque sorte? Oui, alors c'est pas qu'on va, peut-être c'est qu'on va faire. Oui, il y a effectivement ça a été montré dans des articles scientifiques que le fait d'entraîner des IA avec des textes produits par des IA, ça dégrade les performances des IA, des LLM. Donc c'est un problème qui va se poser à terme justement il va y avoir une profusion de textes parce qu'il va y avoir cette capacité à les générer automatiquement par des IA. Donc voilà, il va y en avoir beaucoup plus qui vont sortir mais de moindre qualité quant à l'entraînement. Alors ça veut dire aussi ça, c'est que ayant conscience de ça, ayant conscience aussi des biais que l'on peut apporter en prenant tout ce qui traîne sur Internet, il va y avoir un travail mais assez colossal à faire comment dire, de raffiner les données d'apprentissage. C'est-à-dire au lieu de prendre tout, eh bien, de prendre un sous-ensemble, ce qui évitera par la suite d'avoir, une fois que l'IA est entraînée avec un petit peu garbage, quoi, un petit peu de déchets, de fignoler l'apprentissage, bah, si on l'entraîne déjà avec moins de données, mais de qualité, peut-être qu'on aura des bons résultats. Et donc d'essayer d'être capable, et ça c'est difficile, d'être capable d'identifier les textes qui sont générés par des IA. Mais là, ça, je ne dis pas ça pour vous inciter à tricher, mais il n'y a aucun moyen de s'apercevoir enfin, à ma connaissance, il n'y a aucun moyen de s'apercevoir qu'un texte a été généré par une IA. Quoi. Il n'y a pas un prof qui peut vous dire, bah non, ça a été fait par une IA. Donc, ça va être difficile, à moins de taguer les textes, on va avoir du mal à se rendre compte que ça a été généré par une IA et donc éviter de s'en servir pour de l'entraînement.